sommes de retour en direct dans cette édition du 1er août 2024 du live de TV Finance. Et désormais, il est donc l'heure d'ouvrir notre page économique avec notre invité Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin Alexandre. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG avec nous régulièrement. Et je vous en remercie. Vous êtes là pour commenter l'actualité la plus brûlante. Évidemment, une des actualités qui est commentée aujourd'hui, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell hier. La Fed qui maintient le statu quo comme c'était totalement convenu, 5,25, 5,50 pour les taux directeurs. Par contre, le ton a un peu changé. Il dit que potentiellement une baisse de taux en septembre, ça pourrait être logique. Oui, il a été, moi j'ai trouvé encore plus explicite que ce qu'on pouvait penser. Je pensais qu'il allait se laisser encore un peu le temps entre maintenant et par exemple le symposium des banquiers centraux de Jackson Hole à la fin du mois d'août, se laisser le temps de voir arriver d'autres données économiques pour conforter l'idée qu'il fallait bien aller sur une baisse de taux en septembre, ce qui était déjà l'anticipation des marchés avant la réunion d'hier. Le marché, si on regardait les futurs sur les Fed Funds, donc c'est un bon indicateur d'anticipation du sentiment, ils étaient à 90% convaincus que la Fed, ils sont convaincus que la Fed à 90% baissera ses taux ou baisserait ses taux en septembre avant la réunion de la Fed. Donc finalement, il aura, non seulement il a pas attendu pour le dire, mais il a même délivré un nombre d'informations particulièrement importantes par rapport à ça, en expliquant que la question du hard landing de l'économie allait se poser, c'était maintenant, c'était pas il y a 6 mois. Voilà, c'est une manière de dire, évidemment qu'on ne veut pas aller vers ça. Il a dit l'économie n'est pas en surchauffe, mais elle n'est pas non plus en train de ralentir trop fortement. Donc on sent quand même que c'est le moment effectivement d'alléger un petit peu la pression sur la politique restrictive. Et il a carrément dit qu'en gros il y avait même eu des discussions. Certains membres de la Fed avaient discuté d'une baisse de taux pour la fin de juillet. Voilà, et donc il a expliqué que la décision finale avait été prise au consensus, mais ça veut quand même dire que s'il y avait débat pour ce mois-ci, c'est que donc si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois suivant, sauf très très gros. Encore une fois, rien n'est déterminé à l'avance. Il dit qu'ils sont data dépendants, ça je le crois toujours. Et donc ça veut dire que les prochaines données vont devoir conforter ça, mais s'ils s'engagent autant en disant ça maintenant, il faudrait que les statistiques soient particulièrement résilientes de l'emploi, que l'inflation rebondisse au mois d'août pour qu'on n'ait pas cette baisse de taux en septembre. Ouais, très clair. Alors il a surtout dit également qu'au-delà maintenant de l'inflation qui surveille très près, c'est le marché de l'emploi aussi qui va essayer de regarder, de faire en sorte que le taux qu'il maintient donc ne mette pas trop de pression sur le marché de l'emploi. C'est complètement ça. Là il a vraiment dit tel quel en fait. C'est ça qui était intéressant avec cette réunion d'hier, c'est qu'il a vraiment dit les choses de manière très simple, sans langue de bois, très très clair. Il a dit nous ne sommes plus focalisés à 100% sur l'inflation. Donc c'est ce que ça veut dire. Il dit nous regardons des deux côtés notre double mandat, c'est-à-dire le mandat emploi des deux côtés, qui soit pas trop tendu, pas trop souple non plus ce marché de l'emploi, et de l'autre côté le mandat inflation, qui est pas trop d'inflation, et trop peu d'inflation. Donc en gros c'est on a une politique qui est une politique de crête où effectivement désormais on fait plus attention à la partie économie, à la partie emploi, et on le dit clairement. Donc l'inflation, en plus dans les qualificatifs du communiqué, l'inflation, il a parlé d'une inflation qui est légèrement supérieure en gros l'objectif, alors qu'auparavant il expliquait que c'était une inflation qui était élevée. Donc on voit qu'il y a une dégradation comme ça des termes employés pour volontairement minorer désormais le poids de l'inflation dans le jugement de la Fed. Et il a fait référence aussi dans sa conférence de presse à la date à laquelle donc, il pourrait effectuer son pivot, donc mi-septembre. Mi-septembre, on est à une encablure des élections présidentielles. La Fed qui s'interdit d'avoir un mandat, d'avoir des décisions qui puissent être prises en fonction de l'environnement politique. Là, ça va être délicat. On sait que quelle que soit la direction qu'il prend, ça favorisera ou non un candidat. Oui, c'est l'hypothèse, la probabilité d'une baisse de taux, elle est énorme. Donc, encore une fois, il faut des choses absolument incroyables d'ici septembre pour que la baisse de taux n'intervienne pas. Et de toute évidence, on voit très bien, on connaît la façon de faire de Donald Trump. Dès que Powell baissera le taux en septembre, Trump va tomber dessus pour lui disant voilà, vous êtes intervenu avant avant l'élection, donc potentiellement vous avez influence, on sait que c'est de la mauvaise foi, mais vous êtes partial, et c'est pour ça que hier Powell a dit nous gardons le droit d'intervenir avant, pendant et après l'élection, en expliquant mais on se base uniquement sur la question des données économiques et sur l'évaluation des risques. Il a ajouté nous ne sommes pas une agence politique. Évidemment tout ceci ne servira à rien le jour où il baissera les taux parce que Powell 3 secondes après il tombera dessus. Trump lui tombera dessus évidemment, on est d'accord, parce qu'effectivement pour expliquer très clairement, une baisse de taux favoriserait les démocrates, puisque ça relancerait l'économie, et donc ça ajouterait du grain à moudre et de l'eau au moulin de Biden quant à son bon bilan économique. Par contre, ça desservirait le camp républicain. Oui, alors ça, c'est ce que Trump utilisera comme levier, comme d'autres. En fait. La moindre levier qu'on peut utiliser contre les démocrates sera utilisée, même si, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 25 points de base, quand la fourchette de taux actuelle, c'est 5,25, 5,50, vous allez descendre à 5, 5,25. On rappelle que les taux étaient à 0%.
il y a 2 ans et demi. Donc, elle reste restrictive. Voilà, ça que je veux dire. Comme la BCE l'a expliqué quand elle a baissé les taux, c'est pas parce qu'on fait une baisse de taux que la politique devient d'un seul coup accommodante. Elle restera malgré tout restrictive, un peu moins quand même, avec une baisse de taux. Parce que les dot plots disent quoi, donc justement là, on anticipe combien 0. Parce qu'il a expliqué, en gros, il dit pourrait y avoir entre 0 et 4 baisses de taux. Oui, c'est une manière de rappeler que la Fed uniquement les données. C'est-à-dire que si, par exemple, vendredi, vous avez un très mauvais rapport sur l'emploi ce vendredi, par exemple. Demain, demain. Et puis ensuite, les chiffres d'inflation CPI et PCE, donc les deux chiffres importants au mois d'août qui sont publiés, sont très nettement en dessous de ce qu'on attend, qu'on voit que l'inflation ralentit d'un coup. Puis que les données de consommation, il l'a dit hier, nous surveillons attentivement la consommation, parce qu'évidemment, c'est 2/3 de la croissance américaine. Le taux d'épargne a beaucoup diminué, exactement. Et les encours de crédit qui sont montés aussi très haut, donc forcément, il se dit, on va surveiller un petit peu tout ça. Et donc, voilà, c'est ça. Si d'ici là, d'ici septembre, les données consommation, emploi et inflation se dégradent toutes très fortement, oui, ça ouvrira la porte, pas seulement une baisse de taux. Il a écarté le 50 points de base. Ça, il dit pour l'instant, c'est pas dans le viseur, mais ça veut dire qu'il peut très bien faire une baisse en septembre, puis une autre en novembre et encore une en décembre, s'il y a besoin. Il n'y a aucune limite de ce côté-là. Il peut y avoir 3 baisses de taux, voire 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année, s'il y a une baisse de 50 points de base, par exemple. Depuis que les marchés anticipent à plus de 90% cette baisse de taux, ce pivot de la Fed en septembre, il y a quelque chose qui s'est passé sur les marchés financiers, sur les indices actions américains, c'est ce qu'on appelle une rotation sectorielle. C'est-à-dire que, au détriment des grandes valeurs de la tech, eh bien, on a vu que d'autres valeurs sous-estimées jusqu'à maintenant recouvraient la faveur des investisseurs. On pense notamment en petite capitalisation. Est-ce que maintenant que le pivot est acquis, eh bien, cette rotation sectorielle va s'épuiser selon vous? Alors, moi, j'espère pas. J'espère pas parce qu'effectivement, on a vu une bonne partie là, pendant les 15 derniers jours. Effectivement, une vraie grosse rotation. On rappelle quelques chiffres. Depuis le début de l'année en termes de performance, au pic de performance annuelle, le Nasdaq, c'est quasiment 23% de hausse depuis le début de l'année. Début du mois de juillet, si vous regardez la performance depuis le début de l'année du Russell 2000, donc les small caps américaines, c'était 0% de performance. En 15 jours, on est passé de 23% sur le Nasdaq à 12% de performance annuelle, et le Russell a dépassé de 0 à 12%. C'est-à-dire qu'en fait, on a désormais des indices qui se talonnent en termes de performance annuelle, alors qu'il y avait un écart stratosphérique de plus de 20% il y a seulement 2 à 3 semaines. Donc, c'est une très forte rotation qu'on a observée, mais est-elle suffisante quand on regarde le ratio de l'appétit pour les small par rapport au large? Et on parle là pas de toutes les larges. Le Dow Jones, il est resté plutôt stable. C'est large cap tech. Voilà, c'est magnifique. Voilà, et puis le thème plus global, tout ce qui gravite autour de l'intelligence artificielle, qui lui a dégonflé. Donc, c'est quand même très d'avoir ça. Est-ce que ça arrive à son terme? Moi, j'aimerais voir encore un peu de consolidation, donc aussi un peu de correction sur ce thème méga cap, intelligence artificielle, parce que ça a vraiment été, c'est ça qui attire les valos de manière très très importante. Donc, je pense qu'on a encore le terrain pour voir cette rotation se poursuivre, moins violemment que ce qu'on a vu quand même depuis 3 semaines, mais avec toujours une bonne tenue. Je dis pas encore 10% de plus sur le Russell, mais au moins une bonne tenue du Russell, un peu d'oscillation, mais poursuite du rallye. Je pense que pour le Russell, il faut viser le sommet historique. C'est un indice qui est très lag, très en retard de tous les gros indices américains, donc il y a un vrai potentiel de rattrapage. Les taux courts se sont détendus avec ces histoires de débat, d'accélération sur les baisses de taux, et donc ça, sur technique, ça repentifie la courbe de taux, et donc ça veut dire que les taux courts en fait retrouvent des niveaux qui se rapprochent le 2 ans américain, par exemple. Il est plus très loin du 10 ans américain. C'est toujours un peu inversé, mais c'est très très inversé à une époque. Là, c'est beaucoup moins inversé, donc on a une pente comme ça qui est en train de se refaire, et ça favorise très clairement les small. Et il faut expliquer pourquoi, parce que dit comme ça, pourquoi ça favorise les small. Dans les small caps, vous avez notamment pas mal de banques régionales américaines. Si on se souvient bien, c'est ce segment-là qui avait été très fortement secoué en 2022 et 2023 parce que les taux augmentent, ça fragilise des établissements qui ont moins la capacité de réagir, ça alourdit leur bilan, ça déprécie la valeur de leur bilan. Et puis autour de ça, les entreprises plus petites, quand vous avez des mouvements importants sur les taux, les conditions de financement, c'est pas les grosses entreprises, elles ont moins certaines la capacité de se couvrir, ça leur coûte plus cher ou autre, et donc ça dégrade tout ce segment-là. Et donc quand les taux se détendent, et bien d'un seul coup, les segments qui ont le plus souffert, typiquement les banques régionales, vous regardez les indices sectoriels de banques régionales aux États-Unis, ça a été une très très belle performance depuis 3 semaines. Parce que, alors je vous écoute et pourtant je lisais, alors ça ne concerne qu'une seule banque, mais ça rappelle de mauvais souvenirs aux investisseurs, c'est la New York Community Bank qui a lancé une revue de son portefeuille, 75% de son portefeuille, qui est dédié à l'activité commerciale, puisque là maintenant, alors après, c'était la tech qui posait problème aux banques, maintenant c'est l'activité commerciale, du coup ça ne vous effraie pas, ça reste cantonné à quelques petites banques régionales, pas de risque là-dessus. Disons que comme on a vu tout l'indice là repartir assez vigoureusement, le Russell, mais aussi donc l'indice sectoriel des banques régionales aux États-Unis, il est tombé très bas cet indice, il est très largement sous ses plus hauts historiques, donc en fait on a de la récup depuis des zones basses en fait, on n'est pas sur un rallye, sur des records ou autres, donc selon moi c'est le signe qu'effectivement on a quand même un sentiment qui se détend un petit peu, et que si effectivement il devait y avoir des épisodes encore concernant une ou deux banques, on a vu dans des cas de turbulences très fortes, c'était en 2023 si je me souviens bien, les autorités américaines réagir très rapidement, la SEC, la Fed,
Fed, les régulateurs, tout le monde intervient. La banque est dépecée, hop, on vend les actifs, etc. Tout le monde récupère tout, et c'est très très vite réalisé en l'espace de quelques heures. Vous nous dites que... alors, vous avez suivi la publication hier de Meta, Meta qui est la première des 7 magnifiques, a enfin publié des guidance confortables et à nous dire que les investissements dans l'intelligence artificielle, seront... Enfin, comment dire, que le chiffre d'affaires réalisé dans l'intelligence artificielle permettra de compenser les coûts. C'est une première, le marché applaudit. Du coup, en deuxième point, la détente obligataire observée sur fond de pivot de la Fed, tout ça, ça ne devrait pas bénéficier au Nasdaq quand même, et donc du coup amoindrir cette rotation sectorielle qui est... Alors, encore une fois, je ne pense pas que Nasdaq soit parti pour des moins 30 ou autres. On est déjà du moins 10, c'est d'ailleurs la définition de la correction. Donc, moins 10, c'est une correction. Ça y est, le plus dur est passé en fait, on a tellement pensé. Cependant, 10% c'est quand même beaucoup comme correction, mais la performance du Nasdaq a été particulièrement remarquable depuis plus de 2 ans, et là-dedans, vous avez des valeurs, encore une fois, qui restent encore, qui ont des valos, certaines à plus de 50 fois les bénéfices dans les 7 magnifiques. Donc, pour moi, la question, c'est moins est-ce qu'on va au-devant de 30 ou 40% de baisse parce que c'est une bulle, etc., qui doit complètement dégonfler. Ça, je ne pense pas non plus. Mais est-ce que 10% de correction suffisent à un peu dégonfler cette pression-là? Vous parlez de Meta, effectivement, qui a une bonne guidance et des résultats qui n'ont plus au marché. C'est pour le T3 après. On n'est pas sur un horizon de temps hyper loin, etc. C'est ça. Mais avant cela, vous avez Alphabet, qui était le premier à ouvrir le bal des 7 magnifiques, si je me souviens bien. C'était plus mitigé. Les investisseurs n'ont pas eu le même sentiment. Microsoft, alors, ça reste excellent. Microsoft, c'est absolument magnifique. L'intelligence artificielle, la business unit intelligence artificielle, le cloud Azure, répond pas aux objectifs. Un peu moins, voilà, un peu moins. Et donc, l'idée, c'est pas de dire ça ne rapporte rien du tout. C'est par rapport aux dizaines de milliards, désormais, c'est aux centaines de milliards de dépenses de CAPEX, donc de cette boîte-là dans l'intelligence artificielle, à quelle vitesse on rentabilise ça. C'est pas de dire ça ne génère rien, ça génère quelque chose, mais est-ce que ça générera suffisamment de résultats suffisamment vite pour que l'on justifie ces multiples à 40 ou 50 fois les bénéfices? Et il me semble que à cela, on n'a pas encore complètement eu la réponse, ou en tout cas un début de réponse avec la correction de 10%, mais si on devait encore avoir peut-être entre 5 6% de correction, entre 5 et 10, je dirais, ça pourrait être encore vu, je pense, et ce ne serait pas anormal. Voilà, ce serait pas anormal. Donc il faut attendre les prochaines publications pour connaître les guidance ce soir. Du 4e trimestre. C'est ça, effectivement, Apple et Amazon ce soir, et puis surtout qu'elles nous donnent des livres des guidance peut-être à fin 2024, qu'on sache un petit peu où elles en sont. Ce que vous appelez justement, très justement, le cash burn, le cash brûlé, le niveau de capex. Pour terminer, sur les semis, il y a quand même eu des bonnes publications. Par exemple, Qualcomm, c'était pas mal. On a eu aussi AMD, une bonne publication aussi. Donc ça vient un peu compenser. Donc voilà, on est un territoire un peu neutre désormais. La question, c'est est-ce qu'on repart tout de suite alors qu'on a connu un rallye absolument débridé pendant 2 ans, ou est-ce que pendant quelques mois, on digère un peu? Et moi, je serais plutôt favorable à un peu de digestion, consolidation. Exactement, pour une poursuite de la consolidation, voilà, sur des niveaux de baisse raisonnables. Exactement. Et ensuite, alors faudrait identifier, il y a des niveaux de support. Est-ce que... Oui, le Nasdaq, par exemple, les niveaux, les gros niveaux, les obliques tendanciels depuis 2022, par exemple, pour tous les creux depuis le beau tome 2022, il y a eu quelques vagues comme ça. Les niveaux de support, sont entre 5 et 10%. Voilà, en dessous de là où on est. Donc du coup, ça permettrait... Du coup, pareil, effectivement, sur les semi-conducteurs, il y a l'administration Biden qui a expliqué que les partenaires économiques des Américains ne seraient pas impactés par ces augmentations tarifaires. Du coup, c'est aussi ça qui a fait bouger. Non, AMD, il y a une bonne publication, mais qui a fait bouger. Mais effectivement, l'administration américaine soit moins sévère. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, donc voilà, il y a de bonnes nouvelles du côté du Nasdaq, mais voilà, et on a encore quand même des 7 magnifiques qui vont publier. Voilà, donc on attend un petit peu, encore un petit mouvement de respiration sur le Nasdaq. On va basculer en France, Alexandre, et on va parler du luxe. Le luxe qui a été un relais, un pourvoyeur de hausse pendant très longtemps. Là, ça s'essouffle, même si bon, à la marge, Hermès c'est plutôt pas mal, L'Oréal c'est plutôt pas mal, mais sinon le reste de la cote ça s'effondre. On a atteint un point bas où finalement la macro est mal orientée et quoi qu'il arrive, on peut aller. Non, alors je reste toujours assez optimiste sur le CAC. Ce qu'on voit là n'est pas complètement fou non plus. C'est-à-dire que le CAC 40 par rapport à son point haut, on est sur des 10% de correction, donc c'est pas non plus du. Et puis c'est un cumul aussi d'aspects politiques et de dégonflement d'une poche de valeur de croissance, c'était la valeur de luxe, qui avait un peu comme la tech américaine, qui avait atteint des niveaux de valo complètement délirants à un moment donné. Donc le dégonflement de cette poche de valeur de croissance luxe française a commencé avant la tech américaine, et c'est pour ça que je pense qu'on a là par contre vu le plus gros du chemin là-dessus. Si on prend typiquement une valeur comme LVMH, on était à 900, on est à 650 maintenant.
si on allait chercher un poil plus bas, pour moi, on a déjà fait du 3/4, je pense, du parcours baissier. Et je pense que ceux qui effectivement attendaient des opportunités pour acheter de LVMH, c'en est une actuellement, je pense. Si on va un peu plus bas, il ne faut pas non plus être horrifié, mais je pense que c'est des niveaux qui, par rapport à une boîte comme LVMH, sont tout à fait opportuns en termes de points d'entrée. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que la Chine, dans les mois à venir, va multiplier. On le voit, il y a eu des réunions du bureau politique là, ces derniers jours. Il y a eu des changements même à la tête, par exemple, toutes les régulations de marchés financiers. Donc on sent quand même que la Chine est toujours assez inconfortable avec ces marchés financiers qui sont assez moyens. Et puis on sent qu'il y a une volonté d'aller vers plus de stimulation de la demande intérieure chinoise. Et ça, à un moment donné, le jour où on aura des annonces, et je pense qu'on aura dans les semaines à venir... Il y en a de plus en plus. La semaine dernière, 2 annonces en une semaine de soutien de la Banque populaire de Chine à son économie. Ça commence à devenir... Même si c'est pas suffisant, les experts comme vous disent non, c'est un premier pas, c'est bien, c'est encourageant, mais c'est pas suffisant pour relancer la demande. Non, parce qu'effectivement, les mesures de stimulation qu'on a eues jusqu'à présent depuis plusieurs mois, c'est des mesures souvent un peu de... ça vise les marchés financiers, par exemple, ça vise les conditions de financement dont vous parliez, c'est-à-dire les conditions de financement de la Banque centrale chinoise aux autres banques. Là, ce que le marché surveille maintenant, c'est les mesures qui visent les consommateurs, qui sont directement des mesures, par exemple, fiscales ou d'abaissement de taxes, ce genre de choses, qui rendent du pouvoir d'achat aux consommateurs chinois et qui stimulent la demande intérieure. Et ça, le jour où on aura ça, je pense, ça va pas forcément trop tarder, c'est là que vous verrez le CAC 40 probablement rebondir, qu'on verra les valeurs du luxe rebondir. Et voilà. Et en plus, si on parle encore une fois du CAC 40 à l'échelle européenne par rapport à ses homologues, c'est l'indice qui est le plus en décalage par rapport aux autres, en retard. Voilà, vous regardez le MIB italien, il est très stable, vous regardez le DAX, il est très stable. Donc on sent bien que c'est une divergence, selon moi, qui peut être rattrapée par le haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le CAC aura trop divergé et puis il y aura des raisons de le racheter. La question, c'est est-ce que avant que ce rebond intervienne, est-ce que les autres gros indices type DAX ou MIB, par exemple, pourraient connaître un petit peu ça latéralisme, une petite capitulation légère de quelques pourcents avant de repartir. Et dans ce cas, le CAC ira un peu plus bas avant de repartir. Mais pour moi, c'est plutôt une opportunité de l'avoir actuellement sur ce niveau-là, le CAC 40, que de se dire à 7005, on va aller visiter les 6000 et puis les 5005 derrière. Pour moi, on n'est pas dans un cycle de baisse qui commence. On est dans une correction qui a déjà très fortement entamée. Il y a peut-être un petit résidu de correction qui reste encore, peut-être vers les 7000, qui est une grosse oblique qui passe par les creux de 2000 et 2022. Elle est à 7050 points à peu près. Donc voilà, ça c'est le risque un peu majeur selon moi, un peu capitulant là-dessus. Mais en dessous de 7000, je ne vois pas de... C'est ça, on n'est pas en fait, on est comme sur le Nasdaq, c'est-à-dire que potentiellement ça pourrait aller chercher plus bas, mais il n'y a pas de raison d'estimer que ça puisse vraiment s'effondrer. Et ce que vous me dites, c'est extrêmement intéressant, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de rotation sectorielle au sein de l'indice phare parisien actuellement. Les valeurs de luxe n'ont pas trouvé de relais en cette temps. Mais par contre, ce que vous nous dites, c'est que la macroéconomie, notamment la macroéconomie chinoise, et finalement, elle pourrait être mieux orientée au cours du second semestre. En fait. Oui, ça, et même la partie européenne. C'est-à-dire que là, l'avantage qu'on a avec le discours de Powell hier, c'est qu'aussi, ça va descendre un peu la Banque centrale européenne qui devait chercher la fenêtre pour la deuxième baisse de taux. Si la Fed baisse ses taux effectivement en septembre, la BCE aura toute matière à le faire aussi. Seul truc qui me... L'inflation repart en zone euro. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle repart? Elle a été, en tout cas, il y a eu un petit tic haussier donc de 0,1% par rapport au mois précédent, sur la partie sous-jacente, si je ne me trompe pas. Bon, c'est sûr qu'on en préférait un chiffre en dessous au niveau de la BCE. Ça stagne, voilà. Et donc, c'est sûr que la BCE ne va pas balancer 50 points de base directement. Mais un peu comme la Fed, on peut dire qu'il reste aussi des données à arriver avant la prochaine décision de la BCE. C'est à peu près un mois et demi, presque 2 mois de délai avant cette nouvelle réunion. Donc, normalement, si les chiffres d'inflation, les prochains chiffres sont plutôt dans les clous, la Fed baissera et la BCE probablement baissera une deuxième fois. Donc, ça aussi, c'est un soutien pour l'économie européenne et pour les marchés actions. Et puis, on peut ajouter à cela peut-être la visibilité un peu accrue qu'on les investisseurs français à la rentrée en septembre avec peut-être une composition de gouvernement un peu plus claire. On parlait de la Chine, la macroéconomie chinoise, l'économie chinoise qui pourrait être stimulée encore et encore par les autorités locales. Est-ce que ça va bénéficier aux métaux, aux comos? Ce serait pas impossible parce que le cuivre qui était monté assez haut a beaucoup lâché son avance. C'est marrant parce que le cuivre il réagit très bien à ce qu'on voit de la macro chinoise. Vous vous souvenez bien, en début d'année, il y a eu une belle appréciation des PMI dans la manufacture et services. Et puis depuis 2-3 mois, c'est un nouveau moyen. Le cuivre, il est retombé à ce moment-là. Tous les métaux industriels, d'ailleurs, ont connu une phase comme ça de retracement assez fort. Donc, oui, je pense que ça va bien de pair. On voit bien qu'il y a une vraie sensibilité entre la macro chinoise et la direction des métaux industriels. Donc, oui, je pense que si vous avez un rebond un peu marqué des marchés actions chinois, par exemple, et puis un rebond un peu marqué du CAC 40 de quelques pourcents, et que le cuivre commence à repartir un peu, voilà, c'est des bons signaux pour se remettre un petit peu long à ce moment-là et chercher la prochaine tendance. On parle des comos, alors il y a évidemment l'actualité brûlante, c'est le regain de tension au Proche-Orient. Je vais rappeler effectivement les chefs principaux du Hezbollah et du Hamas ont été éliminés, entre guillemets, par les forces israéliennes. Du coup, par la force des choses, on attend les représailles. Le guide suprême iranien Khomeini a dit hier qu'il y aurait des représailles.
quoi qu'il arrive. Donc il faut s'attendre, il faut s'y attendre. Dans la foulée, les prix du pétrole ont logiquement pris de l'épaisseur hier, plus de 2,5% pour le WTI, plus de 2% pour le Brent. Mais ceci étant, on ne franchit pas très clairement les seuils techniques que l'on connaît, les $80 pour le Brent notamment. Oui, pour le Brent et le WTI, effectivement, vous avez des configurations depuis plusieurs mois, en triangle. En fait, vous avez une oscillation du pétrole dont l'amplitude décroît quand même, donc c'est quand même une figure de compression in fine, mais on voit qu'effectivement, c'est le relais, malheureusement, politique ou géopolitique, est venu reprendre le dessus là, ces dernières heures, alors que pendant des semaines, on avait une tendance du pétrole qui était plutôt baissière et qui justement suivait un petit peu la macro chinoise un peu moyenne, la macro européenne avec l'Allemagne un peu moyenne aussi, et puis certaines data américaines aussi un peu plus faibles, on l'a vu ces derniers mois. Donc là, oui, ça vient lifter un peu le pétrole. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, ça devient un problème pour l'inflation? Je ne crois pas. Ces échelles de variation déjà d'amplitude et de temps, pas. Et le risque est plutôt que si à un moment donné, espérons que ce ne soit pas le cas, l'aspect de tension devait vraiment grimper d'un coup avec des affrontements armés, militaires ou autres, dans ce cas-là, oui, le pétrole pourrait rebondir, mais je pense que les marchés actions, eux, seront orientés à la baisse. Et en gros, ils ne se diraient pas, ça va faire monter le pétrole, donc l'inflation. C'est plutôt attention au risque pour la confiance, pour l'environnement mondial. L'or qui pourrait peut-être en profiter. L'or qui en profite, exactement, Bitcoin aussi peut-être. Et en revanche, les marchés actions, eux, seraient plutôt sur la défensive à ce moment-là. Très clair. Mais donc, du coup, par la force des choses, pas de raison d'estimer que le pétrole va atteindre des sommets dans les... Enfin, voilà, personne n'a de boule de cristal. Oui. Tout le monde le sait évidemment. Mais aujourd'hui, bon, ça prend timidement 1% ce matin. Oui. Voilà, il peut encore être lifté. Je dirais que ce serait... Ceux qui disent exactement qu'il faut plutôt acheter ou vendre le pétrole, le vend dans un contexte comme celui-ci, il faut quand même faire un peu attention. Voilà. Donc, si on veut suivre en platance, on peut essayer de le faire de cette manière-là. Mais voilà, parier qu'on aille sur les $100, je ne dis pas qu'une fois, on ne va pas y aller. Mais c'est sûr qu'actuellement, le risque est plutôt haussier pour le pétrole. Voilà. L'environnement actuel est plutôt un risque haussier pour le pétrole. La prime géopolitique reprend le dessus sur la prime macro, qui est effectivement les craintes à l'endroit de l'évolution de la croissance chinoise. Et c'est ce qui tirait les cours vers le bas ces derniers temps. Alexandre, merci beaucoup. Une dernière chose avant de vous laisser filer. Qu'est-ce qu'on doit surveiller sur les marchés financiers cet été? Alors, on va surveiller, justement, Jérôme Powell nous a donné la feuille de route finalement. En gros, c'est très probable d'avoir une baisse de taux en septembre. Donc, il va falloir que les stats, ce qu'on disait tout à l'heure, les stats de rapport sur l'emploi demain aillent dans son sens. Il va falloir que ce rapport soit pas... alors, s'il est mauvais, évidemment, oui, la baisse de taux est actée. Si c'est un rapport qui est costaud, le marché peut dire, bon, c'est data dépendant, le marché est data dépendant. Donc, si demain, vous avez prendre un gros rapport sur l'emploi, les taux vont repartir, le dollar va repartir et le marché action va partir à la baisse. Donc, demain, grosse publication, vraiment assure avec beaucoup d'intérêt. Et après, les grosses échéances suivantes, ce sera inflation CPI US, donc première mesure, inflation PCE ensuite, quelques résultats encore, on l'a dit, des 7 magnifiques là en fin de semaine, et puis tout ce qui est ensuite indice d'activité en zone euro. On aura au courant du mois d'août les indices PMI flash pour la zone euro. Ça peut être aussi une manière, s'ils sont un peu plus faibles ou moyens, pour la BCE d'acter une deuxième baisse de taux. Donc voilà, et puis Jackson Hole, fin du mois d'août, Jackson Hole, voilà le symposium. Mais comme Jérôme Powell a déjà beaucoup parlé en juillet, je ne suis pas certain que Jackson Hole revêt autant d'intérêt finalement. Moi, j'attendais plutôt Jackson Hole, mais hier, il a donné ce qu'il devait donner. Écoutez, merci beaucoup. Donc demain, c'est 14h30. Les rapports sur l'emploi tant attendus par la communauté, notamment par la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup. Avec plaisir, d'avoir été avec nous. Ce matin, Alexandre Baradès, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement. Merci beaucoup. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve après pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite sur Téléfinance.